connaissez certainement notre invité aujourd'hui. Par contre, vous ne saviez peut-être pas qu'il était originaire du Tarn. J'ai l'immense plaisir de recevoir Jean-Louis Etienne. Bonjour. Bonjour. Alors je disais effectivement, on ne sait pas que vous êtes du Tarn. On vous connaît surtout d'ailleurs aux quatre coins du globe, on va dire, hein, en tant qu'explorateur, essentiellement sur bien sûr la période, le pôle, on va dire, hein, les endroits les plus froids du monde d'ailleurs. Mais on ne savait pas forcément que vous étiez de cette... c'est quoi? C'est plutôt un village qu'une ville. Oui, je suis né à Vielmur-sur-Agouze, c'est un village de 800 habitants. Ça, c'est à côté, on va dire, entre... une dizaine de kilomètres de Castres. Sur la route de Lavore. Oui, et je suis né là, dans ce village qui est un village agricole, quoi, hein, entouré de terres agricoles. Et votre famille, en fait, est d'une implantation depuis très longtemps? Du côté de mon père est là depuis très longtemps. Mon père était tailleur d'habits, et donc mon grand-père aussi, arrière-grand-père, etc. Donc c'est une famille de tailleurs, d'artisans, donc qui étaient là depuis très longtemps. Donc c'est vraiment un ancrage fort. C'est un ancrage fort. Hein. Oui. Et bien sûr, vous avez vécu, puisque vous êtes né là-bas, vous avez vécu jusqu'à, je crois que vous partiez à l'université, hein, c'était ça. Hein. Oui, donc j'ai fait ma scolarité là, puis après on a migré vers Castres, et après j'ai fait un collège technique à Mazamet, où j'ai fait un CAP de tourneur-fraiseur. Et à partir de quoi on a dit mais ce gars il peut faire autre chose, donc je suis rentré en seconde du bac technique qui venait d'être créé, et puis j'ai fait mon bac mathématiques à Castres et je suis parti à Toulouse. Alors avant de partir sur Toulouse, on va un petit peu revenir parce qu'effectivement j'ai vu que finalement au début l'école c'était pas trop votre truc. Écoutez, c'était mon truc, j'étais premier tout le temps, je me souviens. CE1, CE2, puis après je me suis déconnecté un peu de la scolarité. C'est ça. Et c'est en fait le côté manuel qui vous a redéclenché, c'est ça? Oui. Moi j'ai toujours aimé bricoler, toujours tout petit, toujours je faisais les choses. J'avais toujours l'idée de faire par moi-même. Donc je suis à la fois très autodidacte, manuel, voilà. Et donc je voulais faire menuisier, pour être précis. À la base. Exactement, je voulais être compagnon. D'accord, oui, c'était un parcours intéressant aussi. Un parcours intéressant que j'aimais bien. Et en fait, au collège technique de Mazamet, donc il n'y avait pas de place en menuiserie, donc on m'a mis à Justage. Donc j'ai fait un CAP de tourneur-fraiseur, et au bout de 2 ans de CAP de tourneur-fraiseur, que j'ai aimé d'ailleurs. Oui. J'ai aimé cette approche manuelle de la scolarité. D'accord. Et donc on avait tout d'un coup des notes où on était créé par ce qu'on faisait de ses 10 doigts. Donc un parcours de confiance de nouveau qui est revenu. Et la professeure de mathématiques, Madame Pujol, a dit ce gars-là, il peut faire autre chose. Et je suis rentré en seconde parce qu'il y avait le bac technique venait d'être créé peu de temps avant. D'accord. Et j'ai bénéficié de ça. Et donc j'ai passé mon bac à ce moment-là. Et à l'époque, le bac était vraiment une ouverture, on va dire, sur le monde universitaire, parce que vous êtes donc rentré. Alors maintenant on va sur Toulouse, hein, on avance vite. Hein. On est passé donc à Toulouse, et à Toulouse vous êtes rentré à l'université en médecine. Oui, donc après le bac, j'ai fait... C'est pas évident, hein, fraiseur-tourneur, médecine? Non, mais entre tourneur-fraiseur et le bac, donc je suis en seconde. Et puis médecine, j'aimais les sciences de la vie, ce qu'on appelait les leçons de choses. Avant, j'aimais ça, les sciences naturelles. Oui. Je voulais une implication sociale, quelque chose qui avait à voir avec l'humain. Et donc j'ai décidé de faire médecine. Et au début des études de médecine, j'ai eu... la chance de rencontrer un chirurgien, chef de clinique, à qui j'ai demandé si je pouvais, c'était en fin de 2e année de médecine, assister aux opérations. J'avais cette idée de voir ce que c'était que la chirurgie. Il m'a dit venez. Et en fait j'étais là tous les jours jusqu'à ce qu'une urgence de la main arrive et que l'interne n'était pas là, et il dit à la chef du bloc habillez Étienne. Ça, c'est un grand moment de ma vie. Ah oui, j'imagine. Habiller Étienne, parce qu'en chirurgie, le chirurgien, il a ses 10 doigts, mais il a besoin aussi de 2 autres mains pour écarter, tenir les pinces, éponger, des choses comme ça. Et là, c'est un coup de foudre pour moi. Je découvre en médecine le geste manuel. Et donc, j'ai décidé de faire chirurgie. Bon, et puis après, j'étais interne en chirurgie. D'accord. Donc, ça aurait pu être finalement une carrière aussi. Ah oui, parce que ça reste une frustration, la chirurgie. Alors, je reprends justement, vous avez écrit un livre qui s'appelle donc Inventer la vie. Oui. Et donc, je me dis justement, à un moment donné, si on regarde votre parcours, vous aviez peut-être tout un tas d'opportunités. Vous avez dit, la menuiserie, non, finalement, ça ne s'est pas fait. Oui. Le côté usinage, ça ne s'est pas fait non plus. Vous allez en médecine, vous auriez pu être chirurgien. Oui. Finalement, ça ne s'est pas fait non plus. Et
Et finalement, vous allez ensuite vous tourner. Alors, après ce que j'ai compris, la liaison qui va faire la suite de votre parcours, c'est le fait que vous avez choisi une médecine du sport. Oui, mais c'est pas ça qui m'a attiré. Non, ce qui m'a attiré, c'est que j'avais... Moi, je vous dis, j'étais à la campagne, entre la route et les champs. J'aimais vivre dehors. C'était dans mon tempérament timide. J'étais timide, assez solitaire. J'aimais vivre dehors. Et j'avais des challenges, monter en haut des arbres pour prendre les nids de pie, les choses comme ça, là, les tourterelles des bois, que j'avais des oiseaux apprivoisés, vous voyez. Donc j'aimais cette vie et je rêvais de faire des expéditions sans trop savoir ce que c'était. On avait à la maison un livre, un vieux livre qui s'appelait l'Illustration. C'est un truc qu'on trouve chez les antiquaires aujourd'hui, vous voyez. C'était du temps où la France avait des colonies partout. Et donc dans ce livre-là, moi, je le compare au National Geographic de la France, vous voyez, parce qu'il y avait des récits d'exploration. Oui, tout à fait. On envoyait tous les corps de métier partout. Et je rêvais de ça, sans trop savoir ce que c'était. Et puis, donc, j'étais interne en chirurgie, et à un moment donné, je me suis dit, mais c'est peut-être le moment de faire ces expéditions d'enfance que je voulais faire. Et j'ai proposé mes services de médecin, chirurgien. C'est comme ça que j'ai fait la course autour du monde avec Tabarly, la face nord de l'Everest, tout ça, mais je l'ai fait. J'ai été recruté comme médecin, mais j'étais acteur, bien sûr. Et donc, cette transition s'est faite vers un ancrage des idées d'enfance, vous voyez. C'est étonnant. Alors, vous étiez un enfant, bon, on n'en a pas parlé, mais vous étiez un enfant comment au niveau scolaire? Vous étiez plutôt renfermé, plutôt chahuteur? Non, ni renfermé, ni chahuteur. Vous voyez, je me souviens, j'étais à Vielmur à l'école primaire, puis après je suis passé à Castres, qui m'allait beaucoup moins bien. Au lycée Jean Jaurès, quoi, ça? Non, c'est au lycée Jean Jaurès, j'ai fait la terminale. Non, en primaire. En primaire, d'accord. En primaire, CM1, CE1, CM1, tous ces trucs de primaire, là. Je suis arrivé, j'étais premier sur 37, j'étais premier, vous voyez, deuxième, etc. Et puis je commençais à penser à autre chose, à me déscolariser, à avoir moins de concentration. La vie à Castres ne m'allait pas du tout. Et vous avez dit, je reprends une phrase que j'ai lue sur vous auriez dit « la monotonie du monde me terrifiait ». Ah oui. C'est à ce moment-là que vous l'avez senti, ce genre de choses? Moi, j'ai toujours donné libre cours à ce que j'avais envie de faire. Ça, je me suis toujours octroyé la liberté de faire ce que j'avais envie de faire. Vous voyez, je voulais faire médecine. Mon père était déboussolé à l'idée. Mon père était vraiment un petit artisan dans un petit village. Il ne voyait pas socialement qu'est-ce qu'on allait faire avec un médecin dans la famille. Vous voyez, à Vielmur, il y avait le médecin, le notaire, le curé. Et lui, l'artisan, et d'autres artisans. Et donc, il essayait de trouver tous les moyens pour me dire, j'ai vu maître machin qui me dit, t'as pas fait du latin et du grec, mais tu n'y arriveras jamais et tout. Et je dis, ça, c'est mon affaire. Ça, c'est mon affaire. Je craignais aussi ils craignent que ça coûte cher et longtemps. Vous voyez, je lui dis, je suis autonome, je me débrouille. Oui, ça dure longtemps. Ça a toujours été mon fer de lance, si vous voulez, de me donner la liberté de faire les choses que j'avais envie de faire. Alors on va revenir de ce que là où on est revenu en arrière, c'est-à-dire vous étiez donc là médecin cette fois-ci, donc vous êtes parti, vous encadriez, vous étiez en fait le médecin qui encadrait des gens qui faisaient du tour du monde, etc. Enfin, Mais vous êtes médecin sur un bateau qui s'appelle Penduic avec Tabarly, on est 14, et il y a un médecin dans l'équipe. Mais enfin le médecin, il n'a pas son cabinet sur le bateau. Moi je suis venu très vite un équipier à part entière, les heures de bar, etc. En montagne c'était pareil. J'étais recruté à la face nord de l'Everest, mais je portais des sacs, j'étais actif. Ouais, et c'est la médecine qui m'a mis le pied à l'étrier de ces rêves de jeunesse, en fait. Alors pourquoi? Parce que c'est vrai que vous êtes quand même plus connu, même si vous avez fait un petit peu des choses un peu à côté, mais globalement, vous êtes quand même connu surtout pour les zones, je dirais, de glace polaire, où le froid vous attirait. Écoutez, j'avais 14 ans et j'ai fait une liste de matériel avec un catalogue qui s'appelait La Hutte. C'est un truc qui n'existe plus, c'est des magasins de sport. Hein. Et donc ils avaient un catalogue, et avec le catalogue de La Hutte, j'ai fait une liste de matériel pour aller camper dans les Pyrénées en hiver. Et donc aujourd'hui, enfin il y a un moment, je me suis penché sur cette histoire-là, j'avais 14 ans. Pourquoi en hiver? Oui, pourquoi l'hiver? Et pourquoi seul? Oui. Vous voyez, et donc c'est quelque chose qui était imprégné en moi. Donc je n'ai pas un goût particulier pour le froid. Oui. Vous me posez cette question, mais
on n'aime pas le froid, on est des animaux à corps chaud, vous voyez, vous et moi, là, on a 37 degrés en principe, il fait un peu froid, on est obligé de conserver ce capital thermique, on n'y échappe pas. Tout à fait. Donc c'est pas le froid qui est quelque chose d'attirant. Mais en fait, j'avais parlé une fois à Théodore Monod, qui lui était l'homme des déserts chauds du Sahara. Et j'ai dit, Théodore, est-ce qu'on vous pose la question, vous allez dans le Sahara parce que vous aimez le chaud? Il me regarde, il m'a dit, pourquoi cette question? Je dis, parce que moi, on me dit, vous allez dans les pôles parce que vous aimez le froid. Et en fait, on a discuté, puis ce qu'on avait en commun, c'était ni le chaud ni le froid, mais c'était le désert. Oui, les grandes étendues. Les grandes étendues. D'accord. Et donc c'est ça qui est au fond de moi et qui est toujours là d'ailleurs, le goût pour ces grandes étendues désertiques. D'accord. Alors en solitaire, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est aussi quelque chose que vous aimez, parce que c'est un besoin, la solitude. Pour parce moi. que le premier exploit que vous l'avez fait seul, puisque vous êtes parti donc au pôle Nord, et là avec c'était j'ai lu 63 jours de voilà. Et là en plus seul, à une époque où on n'avait pas GPS, il n'y avait pas de GPS, voilà, de satellite, etc. Rien, c'est d'une solitude intense. Voilà. Est-ce que l'aventure va forcément avec le risque pour vous? Le risque, on essaye d'échapper, quoi. Vous le cherchez un peu quand même, vous ne seriez pas allé là-bas? Non, pas du tout. Pas du tout, même donc il m'arrive d'avoir peur, il m'est arrivé d'avoir peur sur le trajet du pôle Nord. La peur, c'est un indice, si vous voulez, c'est que vous n'êtes pas encore préparé, vous n'avez pas appréhendé le sujet, puis alors il faut un peu le maîtriser, puis à un moment donné, il y a l'audace. L'audace qui fait que vous passez à l'action. Mais ça, c'est dans mes aventures, mais vous savez, un chef d'entreprise, aujourd'hui, pareil, il a de l'audace, il va prendre des risques. C'est pas les mêmes, il risque pas sa vie. Je ne sais pas s'il risque pas sa vie. Ce que je veux dire, c'est que le risque n'est pas un moteur. Enfin, pour beaucoup de personnes, il y a un risque dans l'entreprise. Dans cette entreprise, il y avait un risque et j'ai essayé au maximum de les maîtriser, mais les conditions étaient intenses, sévères, et effectivement, c'était difficile, quoi. J'ai réussi je vous dis, j'ai résisté à la tentation de l'abandon, qui était quasi constante au début, quoi. Ouais, j'imagine. Oui. Alors justement, par rapport à cette notion, je dirais par rapport justement à, finalement, dans le risque, il y a la mort à la fin, puisque c'est quelque chose auquel vous pensiez, ou c'est, on va dire, que bon, la jeunesse... Non, on évite. Oui, j'ai failli passer plusieurs fois, d'ailleurs, j'ai eu de la chance. Oui, vous avez eu pas mal de situations quand même périlleuses. Oui, j'ai eu de la chance avec les avalanches en Himalaya, avec la banquise fragile, où j'ai failli passer à travers au pôle Nord, et je n'en serais pas sorti. Donc j'ai eu de la chance, mais je ne vais pas là-bas pour flirter avec la mort. J'allais là-bas pour atteindre le pôle Nord, et c'est compliqué. Mais ce n'est même pas l'adrénaline qui me fait marcher. Toutes mes expéditions sont extrêmement mesurées, réfléchies, pensées. Alors, il y avait des expéditions, ça c'était votre envie, puis il fallait leur donner quand même un peu un sens de l'utilité. Donc progressivement, c'est devenu des expéditions qui avaient quand même des orientations plutôt scientifiques, on va dire? Oui, j'ai une formation scientifique, donc j'ai été interne des hôpitaux, j'étais même assistant d'université, donc j'ai une culture scientifique, mais je ne fais pas de l'océanographie ou de la science de terrain. Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est le lien que l'on peut faire entre les aventures et la pédagogie. Vous voyez, ce dont on manque le plus dans tous les grands problèmes environnementaux actuels, c'est la connaissance réelle du problème. Vous voyez ? D'accord. Et donc j'aime beaucoup cette pédagogie. Vous savez, ici à Albi, en 1903, Jean Jaurès avait un discours à la jeunesse formidable, avec une phrase que je ressasse et que je redonne tout le temps, « Aller à l'idéal », tout en comprenant le réel. Ça, c'est du Jaurès en 1903, ici à Albi. Et c'est ce travail que j'essaye de faire le plus possible, de pédagogie, parce que sur des sujets environnementaux, donc vous avez soulevé la question, bien sûr, quand on fréquente les régions polaires, elles sont touchées par le réchauffement climatique, donc on devient un ambassadeur, éducateur sur ces questions climatiques. Forcément. Et qui sont d'une grande complexité, parce qu'il faut décarboner l'énergie. Depuis qu'on parle tout à l'heure, toutes ces voitures qui roulent, ces avions vous voyez ce que je veux dire? On est encore vraiment dans une dépendance au pétrole et au gaz énorme. Et si on veut faire cette transition, on a besoin des cerveaux de tous les jeunes, on a besoin d'intelligence, on a besoin de créativité, si on veut apporter une solution. Beaucoup plus qu'un... Bon, on a grogné, on a mis l'alerte, elle est là depuis un moment. C'est la solution sur laquelle il faut s'engager. Oui, tout à fait. D'autant que c'est souvent très long à changer les mentalités. Oui. Et Einstein disait qu'il est plus difficile de fracturer un préjugé
qu'un atome, vous voyez, donc il y a du boulot. Effectivement, du travail. Alors, on poursuit un peu dans votre parcours, donc vous avez fait énormément d'exploration. À chaque fois, bon, j'imagine, bon, ça prend du temps à monter. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un certain savoir-faire, j'imagine, parce qu'on voit, on retient, enfin, on va dire, la presse retient le moment de l'exploit, on va dire, oui. Mais avant, ça se fait pas comme ça. C'est une entreprise, une expédition. C'est ça. Oui, on voit que la partie émergée, si vous voulez, que l'on montre et que l'on voit, c'est tout, mais dessous, c'est des années de préparation. C'est des années de préparation, c'est une entreprise. Il y a tout. Vous savez, une expédition, c'est un peu comme une console de mixage là que l'on voit, et donc on a une multitude de capteurs à faire avancer. C'est les acteurs financiers. Moi, je suis pas à l'abri des contrôles fiscaux. Je déclare. C'est une vraie entreprise, vous voyez. Et donc la partie émergée, c'est celle de l'iceberg, on va dire. C'est celle mais c'est celle en même temps que l'on vend, au sens où on a besoin de partenaires. Bien sûr. Le partenaire, il dit, est-ce que vous avez une visibilité? Ben, on s'y attache, quoi. Alors vous avez une équipe en fait qui travaille avec vous par rapport à tout ça, donc qui s'occupe justement de ce montage qui peut prendre plusieurs années et qui des fois n'aboutissent pas. J'imagine tous vos projets ne sont pas forcément, ou peut-être que vous avez de la chance que tout soit. Tous mes projets sont partis. Tous n'ont pas abouti, mais ils sont tous partis. Donc je suis très persévérant. Quand il y a un projet qui me tient à cœur, vous savez, la décision d'un projet, c'est quelque chose qui se mûrit, et à un moment donné, c'est ça que je veux faire. Et c'est ça que je veux faire, c'est qu'il s'est passé en vous quelque chose de plus fort qu'un truc, machin. Non, c'est beaucoup plus incarné, profond. C'est un peu comme une rencontre amoureuse, vous voyez, c'est un truc qui vous marque. Et à partir de ce moment-là, c'est important d'y donner vie. Parce que toute chose qui vous a mobilisé à un moment donné, qui n'est pas réalisée, ça s'appelle une frustration. Donc toutes mes expéditions, à force de persévérance et de résister à la tentation de l'abandon, sont parties. Elles n'ont pas toutes réussi, pas toutes atteint leur objectif, mais je les ai réalisées. Alors, je rappelle, vous êtes né en 1946, donc vous avez 76 ans aujourd'hui. Et là, c'est pas pour autant que vous arrêtez. Vous avez un nouveau projet qui doit, je crois, commencer dans l'année 2025, qui va durer 2 à 3 ans, c'est ça? 3 ans, normalement, oui. Alors, j'ai fait le calcul rapidement, je me suis dit, mais en fait, vous allez avoir... 100 ans. Non, 80. 80. Vous avez un projet pour 100 ans, je le sens. Y arriver. Pourquoi pas? C'est une idée. Il faut y arriver dans les bonnes conditions, sinon j'abandonnerai. Et alors là, je ne vous fais pas peur en fait par rapport à ça, le fait que vous dites bon, pas quand encore. même. Pas encore, non. Là, non, je ne ferai pas les mêmes choses qu'avant, mais si vous voulez, vous le soulignez, j'ai une équipe effectivement qui est performante, qui est jeune. Moi, je suis un peu le sage en arrière, si vous voulez, qui de temps en temps montre un truc qui fait que voilà, c'est un guidage un peu à l'extérieur, mais je suis le garant du projet, quoi. Et j'espère faire une rotation sur chaque océan, parce qu'on va tourner autour de l'océan Antarctique. Alors on l'a pas dit, ça s'appelle donc PolarPod, c'est ça, hein? C'est l'exploration de l'océan qui est autour de l'Antarctique. Avec une particularité, c'est ce fameux bateau vertical, je crois. Ah oui, c'est un navire vertical, c'est un tube vertical qui est très stable dans la grosse mer, et qui va permettre de séjourner sur cet océan. Et que vous avez déjà mis en chantier ou pas encore? Il est en fin d'étude, là. La mise en chantier, c'est bientôt. Le chantier est déjà déterminé. C'est le chantier qui, aujourd'hui, fait le passage entre le projet de bureau d'études et un projet de chantier. Donc, oui, ça va se faire. Donc là, j'imagine que financièrement aussi, ça... On passe son temps à chercher les ronds. C'est une des grandes activités, on va dire. Ça vous prend beaucoup de temps. Ça a toujours existé. Vous savez, quand... Magellan est parti pour le tour du monde, il était portugais. Les Portugais n'ont pas jugé que c'était intéressant. Il a passé la frontière, il est allé proposer ça au royaume d'Espagne. Et d'ailleurs, il n'a plus jamais revenir au Portugal, bien sûr, mais ce grand succès, c'était d'avoir réussi le tour du monde. Et donc, il a mis 7 ans pour trouver ses partenaires. Donc, c'est toujours très long. C'est toujours très long, hein, ce passage. Oui. Bon, là, a priori, vous êtes quand même, bien parti pour que ça se fasse. Oui. Il en manque encore, mais si vous voulez, il faut avancer dans l'existence avec tous ces capteurs, vous voyez, ce qui peut enrichir le projet, les rencontres qui peuvent machin et tout. Donc créer un projet, c'est effectivement avancer avec toutes les antennes dehors pour l'enrichir. Alors, on revient sur justement le titre de ce livre que vous avez écrit sur inventer sa vie. Et c'est pour revoir un peu dans votre parcours, effectivement. Vous pensez, il y a une maîtrise totale de ce qui s'est passé dans votre vie. Vous pensez justement à l'avoir inventé?
Je l'ai inventé dans la mesure où j'ai su abandonner ce que j'avais acquis pour de nouvelles explorations ou de nouvelles aventures, vous voyez. Je n'ai pas un catalogue d'expéditions à réaliser. Une expédition, ça vous prend tout le cerveau, l'énergie, tout, etc. Et quand vous l'avez accompli, terminé, et en plus si vous l'avez réussi, c'est une liberté qui s'ouvre devant vous. Vous voyez, un projet qui vous a travaillé pendant 3-4 ans, ou des fois plus, tout d'un coup, vous êtes nourri par ce projet que vous venez de réaliser, et puis il y a tout qui s'ouvre. Et donc moi je passe mon temps à me cultiver, à regarder ce qui se passe dans la nature, les questions environnementales, etc. Et de temps en temps, je sens qu'il y a une attente. À partir du moment où il y a une attente scientifique, un nouveau truc à construire, parce que moi j'adore construire. J'adore faire, j'en ai fait plein, j'adore construire. Et puis mon lien après, c'est le lien entre l'aventure sur le terrain qui vous donne une légitimité et la pédagogie. J'adore ça, parce que moi je suis très autodidacte. Je suis autodidacte et autonome, le plus possible. Comment vous le mettez en place, justement, cette pédagogie? On a fait des liens avec à la fois l'éducation nationale. Il y a un bus, d'ailleurs, qui s'appelle le Polar Podibus, qui sillonne à l'heure actuelle, à Albi, d'ailleurs. Il faut expliquer ce que c'est. Oui, et ce sont des relais. D'accord. Des relais. Donc ça veut dire... Là, vous êtes aidé ou c'est quelque chose que vous avez envie aussi de mettre en place? Oui, on est aidé, effectivement. Les partenaires, on leur dit qu'on va faire de l'éducation. Nous, on a à vendre de la science et de l'éducation, entre guillemets. Vous voyez, un partenaire qui s'appelle, qui n'est pas forcément enclin à faire ça, qui peut-être faisait la course au large ou quelque chose comme ça. Et donc, il faut leur dire, maintenant, on a besoin à la fois de pédagogie, il faut expliquer, et puis il faut aller chercher sur le terrain les bonnes raisons. Alors j'ai retenu tout à l'heure, vous avez dit donc que vous êtes un peu le vieux sage, on va dire, dans votre équipe. Alors on a un peu l'habitude justement de demander à des gens comme vous, qui avez des parcours quand même assez extraordinaires, d'avoir un petit mot pour les gens, puisque en fait souvent on pense que le Tarn c'est un département rural, on a un peu l'impression qu'on est figé, qu'on peut rien faire. Vous êtes la démonstration qu'on peut faire quelque chose. Oui. Quel serait le la conseil? Richesse, elle est en vous, voyez ce que je veux dire. Le Tarn, c'est une formidable racine. Oui. Racine, oui. Enracinement, non. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Mais le Tarn, ce sont des formidables racines. Moi, j'ai une maison dans les bois à côté de Castres, et cette maison, je la transporte partout où je vais, dans ma tête, vous voyez. Et là, je viens d'y passer 2 jours. J'y suis pas assez souvent, mais je marchais, c'était encore ce matin, encore hier. J'y suis dans cette espèce d'oasis que je transporte avec moi, qui est ce petit territoire où j'aime dire que je suis autonome et souverain, vous voyez. Donc les racines, c'est intéressant, mais il faut se priver de rien. Et ce que je retiens, c'est que on ne repousse pas ses limites, vous voyez. On se découvre. On a des performances que l'on ignore de soi. Donc soyez audacieux dans vos projets. Il faut les essayer dans tous les cas. Oui, soyez audacieux. Je ne dis pas prétentieux, je dis audacieux dans ces projets. Il ne faut pas se limiter, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, je suis vraiment l'illustration. Et le travail manuel. En 3e, on voit des élèves qui s'ennuient ou je ne sais pas quoi. Et à la maison, on voit qu'ils sont bons, brillants. C'est une boule d'énergie. Mais voilà. Et donc le travail manuel, c'est une façon de se reconstruire. Puis votre parcours démontre que finalement, à un moment donné, on part dans le technique et puis finalement, on peut tout à fait rejoindre autre chose. Il a été là dans la chirurgie, il est là dans les constructions que je fais. Le Polar Pod est une technologie. Utile. Donc j'adore construire. Donc tout ça, c'est... Vous savez, dans la vie, il faut se faire une trousse à outils. Multiplier les choses, multiplier les opportunités. Vous avez des petits outils comme ça, vous avez une multitude de possibilités. Alors, cette expédition 2025, et après Après, c'est là, si on la termine bien comme on rêve, ça sera bien déjà. Après, je ferai une pause. Quand même. Je ne sais pas, quand je dis une pause... Mais j'écris, j'aime écrire et revisiter les choses. Là, je viens d'écrire un chapitre sur Jean-Henri Fabre, qui était un naturaliste qui a passé sa vie à observer les insectes et les plantes. Et il était tellement pédagogue que quand je relis ça, je suis avec lui. Tout ça, ça me nourrit. Je recoupe un peu les histoires. J'écris, vous savez, l'écriture, c'est une façon de revisiter le passé. Et en cherchant les mots justes, les émotions sont encore plus fortes. Vous avez écrit énormément de livres, hein. On sent très bien le goût de... J'étais nul en français, vous voyez. Comme quoi. Donc, rien n'est minuscule pour qui sait regarder, quoi.
Bien. En tout cas, merci Jean-Louis Etienne de nous avoir comme ça confié un peu votre parcours et nous avoir raconté cette aventure d'une vie qui ne s'arrête pas, et on aura peut-être encore des choses que vous avez... Je rends hommage quand même avant de nous quitter à la Pérouse. Ouais. La Pérouse, tout à fait. Oui, la Pérouse, vous voyez, il était du Tarn, la Pérouse. Oui, tout à fait. Oui. Il est parti explorer le monde. C'est bizarre d'ailleurs, comme quoi on a beau être dans la terre, la mer intéresse beaucoup les gens du Tarn. Hein. Oui. Bon. Merci beaucoup. Mais avec plaisir. Voilà, quant à nous, on se retrouve prochainement pour un nouveau portrait. À bientôt. Au revoir.